d'Avichou, merci d'être aussi nombreux, c'est très chouette de voir ça. Retour à Séoul qui sort chez les films du Losange en partenariat avec Combini. Moi je m'appelle Arthur Sio, je suis le chef de rubrique cinéma série du site. Et je voulais rapidement recontextualiser, il y a Davichou et Pangimi, l'actrice du film, qui sont juste là. On aura une discussion plus ample à la fin de la projection. Mais je voulais rapidement qu'ils viennent devant vous pour présenter très rapidement le film. Juste pour recontextualiser, Retour à Séoul, c'est un film qui a été présenté à Cannes cette année, à Un certain regard, et c'est le 3e long de Davichou, après un documentaire en 2011 qui revenait sur l'âge d'or du cinéma cambodgien, qui a été détruit par les Khmers rouges, et puis un premier long fiction d'Amanda Land sorti en 2016 qui a été présenté à Cannes à la semaine de la critique. On va pas faire durer le plaisir plus longtemps, on va aller très vite. David, Jimmy, vous pouvez peut-être descendre s'il vous plaît, et vous pouvez essayer de faire. Sachez par ailleurs qu'ils reviennent tout juste de Los Angeles où ils ont reçu un prix du Los Angeles Film Critic Award de New Generation. Pour te faire une idée, c'est un prix qu'a reçu Martin Scorsese et Jodie Foster en 78 pour Taxi Driver. Donc bravo à vous. Allô, bonsoir. Bonsoir à tous. Là, t'as mis la barre trop, j'ai peur que maintenant il laisse par le film. Ouais. Hyper ému d'être là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas montré le film à Paris. Et je crois que c'est la première fois qu'on le montre depuis Cannes dans une salle aussi grande et aussi pleine. Donc c'est très très spécial. Merci beaucoup de venir voir le film aujourd'hui. Il sort dans 2 semaines, donc ça lance un peu le marathon pour nous des avant-premières. Donc c'est super cool de vous voir ce soir. Je ne vais pas parler du film parce qu'on se retrouve après. Et c'est un film qui aime bien surprendre, donc autant qu'on ne dise rien. Mais juste dire ma joie d'être là, de remercier le MK2 Quai de Loire de nous accueillir dans une super salle comme celle-ci, de remercier les films du Losange, Régine Gall et toute l'équipe des films du Losange qui distribuent le film en France. Ils ont fait un travail formidable depuis des mois et on a reçu beaucoup d'amour sur ce film et c'est un soutien qui est ultra important, surtout dans les conditions du cinéma aujourd'hui en salle. Donc merci à toute l'équipe et merci à Combini. Je crois que c'est la première fois que vous faites. C'est pas toute première, oui, ça se voit. Donc, déjà, non. Mais on est tapés et c'est super symbolique pour nous. Et aussi, je vais vous dire un truc, c'est que c'est pas mon premier film, donc j'ai l'habitude aussi de présenter le film dans des salles. J'ai fait plusieurs films d'auteur et c'est vrai qu'il y a un truc avec le cinéma d'auteur où souvent on se retrouve dans des salles où les gens sont plus âgés que nous. Aujourd'hui, je crois que les gens, il y a une moyenne d'âge qui est plus jeune que moi. Et ça fait, je pense, vraiment plaisir. Donc merci beaucoup d'être là. Et le dernier truc, avant de laisser la parole à Jimmy, qui se plaint tout le temps que je parle trop, c'est qu'il y a des gens de l'équipe du film dans la salle, et ça c'est toujours très spécial, ça fait longtemps en plus qu'on ne s'est pas vu. Donc il y a Camille Fleury qui est l'assistante réalisatrice du film, Théo Camille. Marion Bernard qui est la script, Johnny Edwin, la conseillère artistique, Barbara, la commune de son. Je pense qu'il y a aussi Yann Carlotte qui a fait la figuration de la scène dans la boîte que vous allez voir au milieu du film, qui a fait un super boulot. Je pense que c'est tout. Et je laisse la parole à l'actrice principale du film, par Jimmy. Merci. On m'entend ? Oui. Ok. Et cool. Merci d'être si nombreuses et nombreux ce soir. Je suis hyper émue. J'ai plein d'amis proches qui sont dans la salle. Alors je suis désolée, je suis hyper bigleuse donc je vois pas mais elles sont quelque part. Mais je suis hyper émue pas seulement parce que j'ai des amis proches qui sont là, mais parce que la salle est ultra remplie et je suis vraiment heureuse que vous assistiez à notre presque première avant-première parisienne en fait. Yes. Ouais. Et j'espère que vous allez apprécier.
sais pas trop si c'est un film appréciable, mais que vous allez, ouais, que ça va vous, ouais, vous résonner un truc en tout cas en vie. Et s'il vous plaît, enfin s'il vous plaît, je ne peux pas vous supplier, mais genre si vous pouvez rester après pour le débat, ce serait vraiment cool parce que ça m'intéresse toujours d'avoir des réactions en direct à chaud de vous. Donc voilà. Et merci beaucoup et merci. Ah oui, et j'aimerais bien qu'on réapplaudisse les membres de l'équipe du film, vraiment. On se retrouve à la fin du film. Pardon, je sais que la parole. C'est bon? On se retrouve à la fin du film, donc on se retrouve dans 2 heures. Vous verrez, j'aurai quelques questions pour vous avant de laisser la parole au public. Bon film? Merci. Vous m'entendez? Non, ça ne marche pas. Je ne sais pas s'il me voit. Le vôtre ne marche pas non plus? Pas encore. Ah. Est-ce que ça marche? Ça va être bon. C'est bon? C'est bon. Rebonsoir à toutes et à tous. J'espère que le film vous a plu. Je vous propose que l'on passe rapidement aux quelques questions que j'ai pour David et Jimmy qui sont juste là, que vous pouvez raccueillir. Merci beaucoup et merci de rester pour la discussion. Donc moi je suis à Combini et à Combini on fait des interviews à concept, va-t-on dire, avec des formats, et je voulais que ce Q&A reprenne un petit peu cette forme-là. Vous verrez, ça va être 3 petits formats Combini avant que vous puissiez vous poser vos questions à David et Jimmy ici présents. Et le premier format que je voulais qu'on fasse ensemble, c'est un format que l'on fait depuis maintenant quelques années, qui s'appelle la troisième option pointe, sur des facts sur le film que vous ne connaissez peut-être pas, et sur lesquels je voudrais que vous reveniez un petit peu. Le premier qui me semblait assez intéressant à raconter, c'est pour toi David, c'est que c'est une histoire qui est basée sur une amie à toi, et une histoire que tu as vécue en direct en tant que témoin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur d'où vient l'histoire? Oui, entièrement. C'était en 2011, donc ça date. C'était la première fois que j'allais en Corée du Sud. Je venais de finir mon premier film, un documentaire qui s'appelle Le Sommeil d'Or. Et j'allais faire ma première de ce film-là au festival de Busan, qui est dans le sud de la Corée du Sud, et qui est un peu le plus grand festival en fait, de films en Asie. J'étais hyper excité d'aller en Corée, et avant d'y aller, je reçois un coup de fil d'une très bonne amie avec qui j'ai étudié, et qui a inspiré le personnage de Freddy, c'est-à-dire que comme Freddy, elle est née en Corée du Sud, elle a été adoptée à l'âge de 1 an en France, elle a grandi en France, et elle a grandi sans rien connaître de la Corée. Et quand elle m'appelle, à ce moment-là, en 2011, elle est déjà retournée 2 ans y vivre. Elle a déjà rencontré 2 fois son père biologique coréen, et elle est retournée en France en se disant plus jamais la Corée. Et là, sachant que j'y vais, elle m'appelle, elle me dit j'ai appris que tu allais en Corée, je viens de prendre 1 semaine de vacances, je viens avec toi et je vais te montrer mon pays. Et la façon de dire mon pays, pour moi, ça m'avait vachement marqué parce qu'à l'époque où on étudiait ensemble, elle me parlait jamais de la Corée du Sud parce qu'elle connaissait rien de la Corée du Sud. Comme moi, par ailleurs, je ne parlais jamais du Cambodge, le pays d'où viennent mes parents, où j'habite aujourd'hui, parce que je connaissais absolument rien du Cambodge. Et de se retrouver là, on avait 28 ans, je crois. Savoir qu'elle disait ça, c'était très intriguant. Elle avait juste rajouté un truc, c'était mais par contre on verra pas mon père parce que je veux pas le voir, je le déteste, et 2 fois que je l'ai vu c'était horrible. Et je dis ok, pas de problème, j'ai rien demandé. Et quelques semaines plus tard, on se retrouve à Busan, on fait la fête comme on le voit au début du film, je découvre les joies du soju, cet alcool coréen qu'on voit dans tous les films coréens. Et au bout de 3 jours de faire ça, et on fait des films aussi et de voir des films, elle me dit j'ai envoyé des textos à mon père, je le vois demain, est-ce que tu veux venir avec moi? Et il y a Pierre qui est là, pardon, qui est aussi le script du film, pardon, j'avais oublié que c'était la Pierre, pardon. Et je dis ok, et elle me dit est-ce que tu veux venir avec moi? Et évidemment je dis oui. Et on se retrouve embarqué comme dans le film, on prend le bus le lendemain, 1h30 de bus, on se retrouve dans une petite ville, et on se retrouve attablé face à son père biologique coréen et sa grand-mère biologique coréenne. Et cette scène ressemblait vraiment au contraire de ce que j'aurais pu imaginer si on m'avait dit tu vas voir quelqu'un qui va retrouver son père, et j'aurais imaginé peut-être des rencontres larmoyantes, quelque chose
de très expressif, et là c'était comme dans le film, très awkward, très sec, très étrange, chacun campant un peu sur ses positions, avec beaucoup de sentiments mais qui n'arrivent pas à s'exprimer, et cette scène vraiment est restée en mémoire, quoi. Et c'est quelques années plus tard, en 2017, que j'ai pensé à en faire un film. Je m'en suis ouvert à mon ami qui s'appelle Laure Badufle. Je lui avais pas parlé de ça à l'époque, et elle a dit ok, banco, tu peux le faire. Donc c'est comme ça que c'est né. La deuxième chose que j'aimerais qu'on discute, c'est pour toi, Jimin, c'est que je ne sais pas si vous le savez ici, mais c'est son premier film. Elle n'avait jamais joué dans un film auparavant. Comment tu te retrouves à devenir actrice? Comment ça s'est fait? La rencontre avec David, comment tu t'es retrouvée sur ce projet? Déjà, je suis pas actrice, mais, Bon. moi je suis artiste plasticienne et j'ai rencontré David par un ami en commun qui s'appelle Erwan Haguenarchi. Et je crois qu'ils se sont vus au Festival de films de Locarno en 2019. Et je crois qu'ils ont parlé du film, mais pas que, aussi de l'expérience d'Erwan, parce que Erwan lui-même est adopté, d'origine coréenne, adopté dans une famille française. Donc je pense qu'ils ont parlé de beaucoup de choses. Et à la fin de la discussion, si j'ai bien poursuivi, Erwan a dit à David, je pense que tu devrais rencontrer Jimmy, parce qu'il y a des choses qui me font vraiment penser enfin, de ton personnage principal, il faut vraiment penser à Jimin. Elle est pas, enfin, je suis pas adoptée, je suis née en Corée et j'ai immigré en France à l'âge de 9 ans. Donc c'est pas, enfin, l'adoption c'est pas mon histoire, mais cet ami en commun lui a conseillé de me rencontrer. Donc on s'est rencontrés dans un café à Belleville. Et on a bu un café pendant 3 heures. On n'a pas du tout, enfin non, c'est pas vrai. On a un peu parlé de son futur projet. Mais on n'a pas. Enfin, franchement, on s'est raconté notre vie pendant 3 heures. C'était vraiment cool. J'avais l'impression de rencontrer un nouvel ami. Donc, oui, parce qu'on est devenus amis. Et voilà comment ça s'est fait. Enfin, en tout cas, la fin. Et le dernier truc que je voulais qu'on voit avant qu'on passe à une autre pastille, c'est que comme tu l'as dit justement, autant toi tu es né à Séoul, autant David n'y avait jamais mis les pieds avant de commencer à écrire le script, ce que je trouve fou, parce que tu as écrit un script sur une ville que tu ne connaissais peu, alors que j'étais à Jimmy à côté qui au contraire y est né, mais c'est une ville qui je pense a beaucoup changé. Comment s'est passé justement votre relation par rapport à la ville, comment ça a fait évoluer le film? Quand j'ai commencé à écrire le film, c'était en 2017, j'étais quand même allé un petit peu en Corée, mais quand vous allez dans des festivals pour montrer vos films, c'est une connaissance très superficielle d'un pays et d'une ville. Donc je me suis juste dit que si je faisais ce film, évidemment, avant de le tourner, pour écrire, il faudrait que je me base un peu plus longtemps là-bas. Donc je pense en 2018, j'y suis resté 3 mois, et en 2019, j'y suis resté 2 mois. Et en vrai, quand vous écrivez, vous êtes aussi enfermé dans votre bulle, dans votre appart, donc c'est pas non plus que j'allais dans les rues tout le temps. Et quelque part, on absorbe un peu les choses. Je regardais beaucoup de films coréens. Je traînais aussi avec des Coréens ici, notamment des personnes qui avaient vécu une adoption. Et donc du coup, petit à petit, on met tout son esprit et toute son âme dedans. Ceci étant dit, la question du réalisme, on doute toujours un peu de savoir est-ce que ça va vraiment toucher quelque chose de juste. Donc jusqu'au bout et pendant le tournage, moi, mon truc, c'est que j'aimerais bien que ce soit authentique. J'aimerais bien que quand on voit les scènes, on se dise bah, c'est vraiment des acteurs qui parlent coréen comme dans la vraie vie et c'est des vraies scènes. Donc du coup, j'ai invité à la table en disant beaucoup de gens à la lecture du scénario, leur posant des questions très précises sur des scènes, savoir comment dans une famille coréenne, parce que je ne suis jamais allé dans une famille coréenne, comment exactement les dynamiques vont se faire, qui s'assoit où exactement autour d'une table, qui est le chef de maison, où est-ce qu'il va s'asseoir, c'est des choses en fait très codées. Et donc je ne sais pas maintenant si le film est purement authentique, même si on l'a montré en Corée, ça s'est très bien passé, mais en tout cas c'est sûr qu'il y avait toujours ce souci de demander constamment aux gens, il y a notamment Jung Ekela, c'est la personne qu'on appelait conseillère artistique, mais son job c'était précisément que je puisse lui poser toutes les questions en rapport à la culture coréenne, en rapport à la langue, et qu'à chaque fois que j'ai un doute, je puisse me tourner vers elle pour qu'elle me dise ok c'est bien, ou alors il y a un truc qui est un peu bizarre. Et donc du coup on avait ce souci constant, avec la chef d'éco aussi, et avec Jimmy énormément, tu peux en parler, mais on a énormément travaillé sur le scénario sur plein d'aspects, et notamment aussi sur des choses, détails de la culture coréenne, puisqu'évidemment je ne la connais pas. Oui, c'est vrai.
Rien à dire. Non, que dire enfin, beaucoup. En fait, si je suis en train de me dire, putain, si je me lance dans une explication, ça va prendre des heures et j'ai peut-être pas. Elle a pas le temps. Ouais. Je vais peut-être pas vous retenir 36 000 heures, mais en tout cas, non, je pense à un truc, c'est que pendant les répétitions avec et les autres actrices, surtout actrices, et il y avait Devi avait trouvé avec l'aide de Jean-Mi, ils avaient trouvé des personnes d'origine coréenne ou coréens vivant en France, et on avait fait des répétitions genre ensemble, et c'était vraiment pendant les répètes aussi qu'on se rendait compte. Par exemple, moi je suis bilingue, je parle coréen et je parle français, et du coup j'ai cette double, c'est des gros mots, mais cette double culture, et c'est vrai que quand on lisait genre les dialogues et tout, on se rendait direct compte que quand il y avait un truc qui clochait, ou la fluidité en fait des dialogues, des choses comme ça, et je pense que c'était beaucoup. On a pratiquement tout écrit en répétition, on pourrait dire. Ouais. Donc il y a on trouvait vraiment la vraie musicalité des dialogues, il y avait la justesse. Ouais. Et puis des expressions par exemple parce que je me souviens que Devi avait fait traduire la première fois le dialogue, le script par une traductrice, mais je pense qu'elle est traduite de façon assez, comment dire, littéraire et académique, on va dire. Et du coup, à l'oral, c'est hyper bizarre, quoi. Il y a un truc qui n'est pas du tout fluide. Donc ouais, je pense que c'est pendant... en fait, c'est à chaque fois en s'y confrontant qu'on a réussi à démêler ces choses. Ces choses-là. Ouais. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie, sur un autre format qu'on fait beaucoup depuis quelques années maintenant, qui revient sur le tournage des films, en l'occurrence, on va parler du tournage de Retour à Séoul, sur le tournage. Moi, j'avais une première question par rapport à ce que tu disais sur le fait de... c'est pas parce qu'on parlait coréen, toi tu parles pas coréen, non, enfin Jimin. Il y a un autre truc à prendre en compte, c'est que toi Jimin, c'est ton premier film, Devi c'est ton deuxième de fiction, et l'acteur qui joue le père, Kwang Rock, est un acteur connu, qui a notamment joué pour Park Chan-wook, pour Kim Ji-won. Comment on se retrouve avec un acteur de cette académie-là, à quel point c'est impressionnant, et à quel point ça vous déstabilise tous les deux face à votre expérience à vous personnelle? Clairement, c'est déstabilisant. C'est la première fois pour moi parce que mon précédent film, c'était uniquement avec des jeunes non professionnels cambodgiens. J'avais fait Diamond Island. Donc là, avec Jimin, je vais sur un terrain un peu connu au sens où j'ai déjà fait ça, travailler avec des personnes qui n'ont pas l'expérience, même si Jimin était très différent des acteurs de Diamond Island. Donc au moins, je vois à peu près le chemin, même si il a été tourné 1000 fois. Il a été détourné 1000 fois. Mais pour les acteurs coréens, c'est clair que je m'attaque à quelque chose de nouveau. Mais en réalité, c'est des gens qui sont tellement passionnés par leur travail, tellement professionnels, que très vite, ils me montrent une passion très forte. Et on est plutôt bloqué par d'autres choses, qui seraient plutôt les agents, qui vont vous dire « Ah mais non, on peut pas faire des répétitions parce qu'en fait, vous n'avez pas payé assez d'argent, donc du coup, vous avez... » Et il faut se battre par rapport à ça, mais une fois qu'on se retrouve face à l'acteur, lui, il a juste envie de travailler. Et donc du coup, moi, je bloquais et je manipulais un peu en disant « Il faut 3 heures pour faire une lecture de scénario. » Et en fait, on faisait des répétitions pendant 3 heures. Et vraiment, au bout de ces 3 heures, on avait vraiment... Je travaillais les scènes, et à la fin de ça, on était synchrone avec ces acteurs-là sur le rôle et sur les dialogues, et c'est hyper important parce qu'après on se retrouve en tournage, on est tout le temps très pressurisé par le temps, on a très peu de temps, on faisait souvent 3 ou 4 prises par plan, ce qui est très très peu, et donc du coup il faut que les choses soient juste assez rapidement. Par contre, j'ai eu l'impression moi de me faire un peu bisuter par ce qui est la plus grande star du film, qui est en fait la tante. Je sais pas s'il y a des gens qui voient ici des K-dramas ou qui l'ont reconnu, mais elle s'appelle Kim Sun-young, elle est très connue en Corée, mais vraiment plus encore que celui qui joue le père. Principalement pour des séries plus que pour des films. Pour des séries, ouais absolument. Et elle. Et comment ça joue dans les films? Et on l'a eu vraiment, genre une semaine avant le début du tournage, on n'était pas sûr, elle accepte juste de me rencontrer. Donc c'est un peu le stress parce que si elle dit pas oui, on ne sait pas avec qui on va tourner, et on tournait 2 semaines après. C'est sa scène à elle. Et donc je la vois avec son agent, elle en impose direct. Et tout de suite, elle me questionne, ce qui est bizarre parce que normalement, de rencontrer un acteur, ça va être peut-être vous qui allez faire l'audition. Et là, c'est elle qui me dit bon, écoute, j'adore ton script, c'est une histoire hyper importante, je pense que pour la Corée, il faut raconter ça. Mais j'ai juste une question et c'est un problème. La tante, elle parle anglais. Or, c'est pas possible qu'elle parle anglais. En fait, elle a grandi dans un petit bled. C'est impossible qu'elle parle anglais. Pourquoi elle parle anglais?
Et là, je me retrouve un peu cornerisé et il faut que je réponde. Donc j'ai trouvé des arguments, etc. Qui n'étaient pas la réalité, parce qu'elle parlait anglais au départ. Je me dis, en fait, ça va prendre, c'est impossible que Freddy va être là, elle va réussir à communiquer avec sa famille, donc il faut quand même que quelqu'un nous aide à comprendre, nous, le public. J'ai trouvé des raisons un peu plus profondes et qui la convainquent plus, et à la fin de ça, elle a dit, ok, je le fais. Et c'est vrai que c'était marrant comme rencontre, et c'est des moments un peu stressants mais excitants. Ça a changé quelque chose pour toi, Jimmy, de bosser avec des acteurs de cette académie? Je t'avoue que je pense que c'était plus pressurisant pour Lily que pour moi, mais pas parce que j'en avais rien à faire. mais je crois que j'étais aussi, moi c'était vraiment ma toute première expérience. Je crois aussi que avant de commencer le tournage, je me suis dit Jimmy, t'as jamais suivi de cours, je sais même pas ce que ça fait en fait d'être devant 50 personnes avec une caméra braquée sur vous. Donc je me suis dit fais confiance juste à ton instinct et juste vas-y. Et l'autre chose est que ces acteurs et actrices sont effectivement extrêmement professionnels. Et je pense que aussi ils et elles ont été tellement généreux et généreuses que en fait je me suis retrouvée à... Il y a vraiment eu des moments où je me suis dit waouh, en fait c'est ça de jouer en fait, et c'était incroyable, et je pense que sans leur générosité je pense que j'aurais pas pu. Et c'est vrai que j'ai pas, et grâce à leur générosité, j'ai pas eu ce stress ou cette pression, ouais. Mais aussi parce que je pense que je fais pas vraiment partie, je fais pas partie de l'industrie où il n'y a pas ce stress de c'est des méga stars, et ouais, donc voilà. Il y a un autre truc que je voulais qu'on parle, c'est la scène de danse, qui est l'une des plus belles scènes du film, je parle de la deuxième. Je sais qu'il y a toute une histoire à raconter autour de la musique, comment ça s'est fait, comment ça s'est intégré dans le montage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Donc la scène où elle danse dans le Vintage Bar à la fin de la première partie. D'abord, c'était écrit dans le script, pas avec une musique énergique, c'était écrit sur, alors ça n'a absolument rien à voir, mais je pense que la première fois que je le dis ici, c'était sur Viens, je t'emmène de France Gall. Ah oui, d'accord. Vous pouvez l'imaginer. Et en fait, le truc, c'est qu'en préparation, quand on prépare le film, Jimmy m'a vachement questionné sur plein de trucs du scénario, en me bousculant un peu, en mode mais je comprends pas pourquoi Freddy fait ci et ça, et notamment sur la chanson, elle bloquait sur Viens, je t'emmène de France Gall, en mode pourquoi Viens, je t'emmène de France Gall, réponds. Je disais, écoute, j'écoutais cette chanson en boucle pendant l'écriture, j'ai envie de la mettre, c'est ma réponse, et elle n'était pas contente. Et j'insistais et je pensais qu'on allait quand même le faire avec Viens, je t'emmène. Et le truc, c'est qu'en répétition, on a fait à peu près 3 semaines de répétition intensive à Paris, dans un petit studio de danse, juste parce qu'il faut avoir un espace, et Jimmy était là tous les jours, et les autres acteurs, notamment les acteurs non professionnels du film, comme la fille qui joue Tena, qui est une romancière qui s'appelle Goukaran, ou la personne qui joue Lucie, la jeune coréenne adoptée au milieu du film, qui est jouée par une non professionnelle qui s'appelle Hélène Briffaut. On faisait ces répétitions-là. Et moi, j'aime bien quand on fait des répétitions, qu'on ne soit pas uniquement sur le texte, sur les scènes, mais faire plein d'autres choses en dehors du film pour apprendre à se connaître, pour apprendre à avoir confiance en son corps, en le corps des autres, aux énergies, etc. Donc on fait des jeux, on fait des déplacements, on fait des improvisations, on fait des jeux d'alcool sans alcool, ce qui permet toujours de casser un peu la glace. C'est comme ça que j'ai écrit la scène avec les Coréens qui jouent à Bunny Bunny, Lapin Lapin au début du film. Et on danse aussi. Et en plus, c'était après le Covid, le premier confinement, donc je pense qu'on était tous en manque de ça, donc on avait une bonne sono, on mettait de la musique, et je proposais à chaque acteur d'être un peu DJ, de me proposer des choses, et moi en même temps je filmais, et ça me permettait de voir comment les acteurs bougent. Et à un moment, je mets une musique, qui est une musique de New Order, précisément Love Bizarre Triangle, un enregistrement particulier d'un live très particulier, on a l'impression que la musique est très vite en dessous, et là Jimin part en transe absolue, et je la suis avec ma petite caméra, et c'est incroyable ce qui se passe, et là je sais que c'est ça la scène. Et donc je suis persuadé qu'il faut absolument cette musique pour cette scène-là. Et donc j'en parle à ma productrice, qui est en fait là parce qu'elle n'était pas là au début, j'ai oublié de la présenter, Charlotte Vincent, la productrice du film. Je voudrais pas retourner à la Charlotte, mais je vais arriver sur le petit exemple pour la productrice.
je dis Charlotte, il faut absolument cette musique, c'est vraiment vital pour le film, je pense que ça peut être la scène la plus importante. Elle fait ok, t'inquiète pas, on va regarder combien ça coûte. Et tu sais, il y a de musique, mais on va voir, on va faire le travail. Quelques mois plus tard, on me dit c'est beaucoup trop cher, c'est impossible. Je fais non, mais c'est hyper important, non, c'est impossible. Et on négocie un peu et je comprends que c'est impossible. Et donc du coup, moi je connais pas trop la musique, donc j'ai demandé à plein d'amis de me proposer d'autres musiques qui ressemblaient à ça, j'en ai écouté des tonnes et des tonnes, et rien qui vraiment donnait le feu sacré, ou alors des trucs qui étaient aussi chers, mais rien qui était aussi beau que ça. Et à un moment, Katia Kazak, qui est l'autre productrice du film, me dit mais pourquoi tu ne demandes pas à tes musiciens, puisqu'en fait il y a des musiciens qui ont composé la musique originale du film, Christophe Musset et Jérémy Arcage, qui sont deux anciens membres du groupe Revolver, si vous connaissez, qui avaient déjà fait la musique de Mon Président Phil d'Amon Island, et Katia me dit pourquoi tu leur demandes pas de composer une musique? Et moi je dis c'est des musiciens hyper talentueux, mais comment tu veux leur demander de faire un tube? Parce que moi je parle d'une musique, j'en ai écouté des millions, et c'est là. Comment tu peux leur demander de faire un truc de ce niveau-là? Et il n'y aurait pas des millions, j'exagère un peu. Je dis mais essaye. Et j'avais pas de solution, donc je dis ok, je fais ça. Et ils ont composé cette musique. Et au début, elle n'était pas hyper rythmée comme ça, enfin les basses étaient un peu différentes, mais tout de suite je suis amoureux de la musique, et je savais que ça allait être ça. Après, pour le tournage, on a dansé sur la musique de New Order parce que c'était la musique parfaite, mais ensuite on a posé l'autre musique, les musiciens ont regardé ce que ça faisait, ils ont rajouté vachement de basse et pour la pimper un peu comme je disais, et c'est devenu ce tube-là. Et quand je projette le film, quand vous allez sur Twitter et tout, les gens systématiquement ils me parlent de cette musique et je trouve ça hallucinant ce process-là grosso modo qu'ils ont écrit un tube quoi. Donc la musique sortira le jour de la sortie du film, je crois le 25 janvier, on sort la vidéo du film, au moins les musiques originales composées pour le film, et donc cette musique qui s'appelle Anybody, et je suis hyper fier de ce qu'ils ont fait et hyper reconnaissant. Trop bien. J'ai parlé longtemps mais... Non, c'était exactement l'anecdote que je voulais. J'ai un dernier format identifié à Comini. Alors, comme je le disais en préambule, ils reviennent tout juste de Los Angeles, donc on n'a pas pu les emmener dans notre vidéoclub préféré, parce qu'à Comini, on a un format où on emmène des cinéastes, des actrices et des acteurs dans l'un des deux derniers vidéoclubs de Paris, à JM Vidéo, juste à côté. Mais on a pensé à en faire un petit à distance. J'ai demandé à chacun de choisir 3 films qui vous est cher pour des raisons personnelles, pour des raisons qui vont influencer sur le film ou autre. Non, ça c'est les tiens. Attends, les montre pas. Les montre pas. Non, les montre pas. Il sait pas ce que t'as. J'ai vu un titre. Je leur ai demandé. Je suis passé à JM Vidéo pour chercher le DVD. À noter que David m'a dit je te parie qu'elle va citer Crash de Cronenberg et Mysterious Skin de Greg Ariki. Elle n'a cité aucun des deux. Mais le troisième est bon et on le dira plus tard. Je voudrais juste qu'on revienne sur le. Donc, on va faire un film chacun. Toi, tu voulais parler en premier, un de tes 3 films. Non, je peux dire ça. Et c'est Jimmy qui doit parler. Non, c'est toi d'abord. C'est toi d'abord avec L'Enfance nue de Maurice Pialat, qui est sorti en 69, qui est à la Mostra en 68. Pourquoi ce film? Pourquoi, par rapport à tous ces autres, ça a fait du sens? L'Enfance nue, c'est le premier film de Pialat? Ouais, le premier long-métrage de Maurice Pialat. En fait, je l'avais vu il y a longtemps. Quand j'ai écrit le film, j'y ai pas pensé. Et à un moment, je l'ai revu par intuition et j'ai pris une claque. Et j'ai compris un truc particulier sur lequel je butais un peu, qui était, donc L'Enfance nue, je ne sais pas si vous l'avez vu, sans doute pas tout le monde ici, c'est un film sur un enfant de la DAS et qui est trimballé de famille d'accueil en famille d'accueil, notamment parce qu'il est impossible à gérer et qu'il fait constamment des choses, plus que des bêtises en fait, des choses violentes, des choses cruelles. Il a une espèce de colère en lui qu'il peut exploser à tout moment et il en fait mener la vie très dure. Notamment, on le voit à un moment balancer un chat d'un escalier qui finit par mourir. Donc, tout le monde s'en sensible par rapport à ça. Et malgré ça, le film avec énormément d'amour, et on est à la fois terrorisé par sa colère et sa violence, et en même temps, on a tellement envie de l'aimer, de le protéger, et on a tellement envie qu'il s'en sorte. Et ça m'a donné une leçon, parce qu'en fait, quand j'écrivais le film, parfois, j'aime bien, moi, être assez participatif, donc je faisais lire à des amis, et au début, les premiers retours que j'avais, parfois, notamment des amis hommes, plus que des lectrices femmes, c'était je trouve que le personnage est trop antipathique, je trouve que c'est trop dur, et au bout de 20 minutes, j'ai plus envie de la suivre parce que je l'aime pas. Et moi, ça m'a vraiment dérangé parce que je me suis jamais dit qu'elle était antipathique bizarrement. Même si je comprends maintenant évidemment, mais dans ma tête, je me suis pas dit on va faire un film sur une personne antipathique. C'était vraiment une personne avec une personnalité particulière, née de plein de sources différentes, enfin je veux dire c'est sa colère, et on va la suivre et on va essayer de la comprendre.
Et donc du coup, je me retrouvais acculé à est-ce que tu fais des compromis pour un peu nettoyer les aspérités du personnage, ou est-ce que tu assumes et tu vas trouver autre chose. Et j'ai décidé d'assumer. Donc on voit Freddy telle qu'elle a été, enfin, en tout cas dans ses moments de destruction et ses moments de colère et ses moments de... Ouais, ces moments difficiles, durs, on la voit exactement là à l'écran telle qu'elle a été écrite. Et peut-être que j'ai travaillé un peu à aménager des moments où on peut ressentir sa vulnérabilité, où on va réussir à accrocher sur quelque chose, ou au moins juste le fait de la suivre tout le temps. Et je pense que l'interprétation de Jimin a énormément aidé aussi pour ça. Ça veut dire qu'elle fait un truc qui est écrit, mais que je pense qui est extrêmement dur à jouer, qui est que même quand elle est hyper dure, on sent quelque part souterrainement, et je ne sais pas comment elle le sort, mais on sent quelque chose de l'ordre d'une vulnérabilité, d'une fragilité, de quelque chose qui a besoin d'être aimé. Et sur ce film-là, c'est ça, c'est vraiment à la fin que des gestes et que des gestes brutaux de ce gamin, parce qu'en fait, au fond, c'est un cri désespéré de quelqu'un qui a envie d'être aimé. Et voilà, donc pour moi, ça faisait tout d'un coup écho et ça m'a vachement aidé pour trouver la direction et surtout tenir sur le fait qu'il ne fallait pas nettoyer le personnage de ses aspects dits antipathiques. L'enfance nue de Maurice Pialat. Toi, Jimin, le premier dont je voulais qu'on parle, c'est un film principalement pour son actrice, tu m'as dit. C'est Une femme sous influence de Cassavetes, sorti en 1974, donc pour Gena Rowlands. J'aurais dû y penser. Ouais. Ah ouais. Oui. En fait, juste, je voulais un peu expliquer, c'est vrai que je suis ultra fan de Crash et de Mr. Skin. Vraiment, c'est deux films que j'ai... Vraiment, qui m'ont vraiment marqué et qui ont... Bref, et ça a même influencé un peu des choses dans mon travail plastique. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment choisi ces trois films parce qu'il y a deux films que j'ai choisis parce que, pas à cause des... Enfin, à cause des actrices en fait qui jouent dans ces films. Et donc, le premier film, c'est Gena Rowlands. Enfin, le titre du film, c'est Une femme sous influence, mais l'actrice Gena Rowlands, qui est juste incroyable et je pense que sans elle, le film n'aurait pas été ce qu'il est. Et vu que tu nous as posé la question de quel film nous a influencé, et donc moi je me suis mise, tout à l'heure j'ai dit que je n'étais pas actrice, mais je me suis mise un peu dans la peau d'une, enfin en tout cas de quelqu'un qui a joué dans un film, et je me suis dit ok, quelle actrice en fait me bouleverse ou m'a bouleversée dans l'histoire du cinéma. Enfin, je ne connais pas tous les films du début de l'histoire du cinéma jusqu'à maintenant, mais ouais, son jeu est incroyable et aussi le film parle d'une femme qui se bat en fait, qui essaie de survivre malgré toutes les violences en fait qu'elle peut subir et ressentir dans la société, même si c'est pas la société contemporaine, et je trouve qu'il y a des ressemblances en fait avec le personnage que interprète Gena Rowlands et Freddy. Et du coup, ouais, c'était important pour moi de... Enfin, vraiment, c'est un grand classique, donc j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont vu, mais pour les personnes qui ne l'ont pas vu, vraiment, allez voir ce film qui est juste incroyable. Gena Rowlands est incroyable. Et c'est bouleversant. Voilà. Une femme sous influence de John Cassavetes. Le deuxième film de Davy est un film plus récent, sorti en 2017, qui a été présenté dans la Cannes. Good Time des frères Safdie. Frères Safdie qui ont depuis fait Uncut James, mais qui avaient déjà fait des films auparavant. Pourquoi celui-là C'est Good Time et un peu Uncut James aussi, les deux films qui se ressemblent vachement, qu'ils ont fait leur donner un film avec plus de budget et un gros cast. Et je dirais que ces deux films m'ont un peu obsédé pendant la préparation. J'en parlais tout le temps à mon équipe, notamment à mon chef-op, sur comment faire le film. Pourquoi il y a des gens qui l'ont vu ici, les films, je pense. Hein. Ouais. C'est un film qui raconte un frère qui, pour essayer de sauver son frère qui est en prison, va partir en cavalcade, et à partir de là, c'est vraiment le début des emmerdes, et plus il essaye de bouger, plus en fait c'est le chaos, et rien ne va comme il faut. Et les frères Safdie, qui font des films depuis longtemps, effectivement, pour moi, au fur et à mesure de leur film, ils ont trouvé une manière de vraiment filmer le chaos, et les gens qui mettent quelqu'un qui met pour sortir du chaos, qui rajoute encore plus de chaos. Et ça m'a vachement fasciné parce que Freddy, elle fait ça. Dès qu'elle est un peu acculée, notamment au début du film, elle a ce réflexe de survie.
de renverser la table et de voir après quelles sont les conséquences. Et le film suit le personnage, il suit le personnage aussi dans ses sauts un peu abrupts et parfois imprévisibles. Et ce film-là, dans sa façon de filmer, dans sa façon de mener son récit, et même aussi un peu dans l'image, je me suis inspiré dans ce film-là d'une image qui était parfois un peu de mauvais goût. Je sais pas ce qu'on appelle mauvais goût vraiment, mais parfois au début du film, quand elle rencontre tous les jeunes coréens, ils ont les peaux, elles sont un peu rouges, elles sont un peu roses, elles sont un peu vertes, et c'est normalement, si on veut embellir les peaux, c'est l'opposé de ça qu'on fait. On va utiliser du jaune, on va faire quelque chose d'un peu lisse, et quand vous rajoutez du rouge, bah, ça fait sortir un peu les impuretés de la peau, on dirait. Ben, c'est intéressant ça, parce que tout d'un coup, ça vibre, ça les rend vivants, ça les rend proches de nous, il y a quelque chose de vivant qui est là, qui est un peu crade et qui vibre. Et donc du coup, voilà, le film, pour plein de raisons comme ça, a été une espèce aussi de boussole pour moi, même si peut-être quand on voit le film, on n'y pense pas du tout, mais en tout cas dans ma tête, c'était assez clair. Good Time des Frères Safdie. Le deuxième film, donc toujours pour une actrice, c'est Poetry de Min Chang-dong, qui a eu le prix du meilleur scénario à Cannes en 2010. Et toi, c'est l'actrice qui t'intéresse le plus? Oui, après le film est vraiment magnifique, il est assez... j'ai l'impression d'avoir choisi que des films assez trash, mais le film n'est pas facile, l'actrice est juste incroyable pour un peu remplacer le truc. En fait, elle commençait à souffrir d'Alzheimer quand elle a tourné ce film, c'est une actrice mythique, vraiment mythique. Et Lee Chang-dong a vraiment tenu, donc Lee Chang-dong qui a fait Burning, je ne sais pas si... En 2018. Oui, et il a vraiment tenu à travailler avec elle, et il est juste incroyable. C'est l'un des films qui a marqué, qui m'a vraiment marqué. Il y a, même esthétiquement, il utilise la couleur et les tissus, il y a un travail sur les matières, les tissus, beaucoup d'imprimés, sont vraiment magnifiques, et l'actrice pareil, donc elle s'appelle Yoon Jung-mi, et sans cette actrice il n'y aurait pas ce film en fait, et du coup pareil pour le film de Cassavetes, sans Gena Rowlands il n'y a pas ce film, donc voilà, c'était important pour moi de choisir ce film qui est par ailleurs, le film en lui-même est vraiment magnifique. C'est une femme d'un certain âge qui s'inscrit à un club de poèmes. Ça a l'air assez culte comme ça, mais ça l'est pas du tout, parce qu'il y a une histoire de son petit-fils est accusé de viol, donc c'est mais magnifique. Donc, regardez-le aussi. Non, je dis pas que le viol est magnifique. C'est pas très drôle. Mais regardez-le. Poétrie de Lee Chang-dong. Le dernier film pour toi, Davy, ça m'a un peu surpris. Ouais. C'est Tony Erdmann. Parce que t'aimes pas? De Marine. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que ça m'a un peu surpris. Non, Tony Erdmann, j'y ai pensé. Personnage féminin. Au départ, pas très aimable, parce que c'est une businesswoman un peu dure, un peu froide. Et au fur et à mesure d'un film qui est assez long, et qui est extrêmement bien écrit, on finit, je trouve, par s'attacher à elle, et notamment à s'attacher à la relation qu'elle a avec son père, qui est une relation aussi compliquée, brutale, un peu comme celle aussi entre Freddy et son père. Et à la fin, pour moi, je suis bouleversé par ce qui se passe à la fin du film, et c'était intéressant de voir ce chemin-là qui était possible, et que peut-être que le chemin du spectateur fasse un retour à Séoul. Si au départ, on rejette un peu le personnage principal, ce que j'espère pas, mais je sais que ça arrive, petit à petit, j'espère qu'on est conquis par quelque chose qui est de comprendre ce personnage-là, et quelque part un peu de l'aimer, et de vouloir qu'elle s'en sorte, quoi. Et un autre truc d'Anthony Erdmann, c'est un peu les changements de ton. C'est un film qui parfois paraît un peu sérieux, et puis c'est un film qui à un moment devient extrêmement drôle, et à l'époque c'était en compétition à Cannes, les gens se pliaient dessus sur la fameuse scène comique du film, que je révélerai pas là ici, et en même temps c'est hyper émouvant aussi à certains moments, et j'aimais bien dans Retour à Séoul l'idée que, même si sur le papier ça a l'air très tragique, dramatique, que parfois ça va aller ailleurs, parfois on rigole, j'espère qu'on rigole, je n'étais pas dans la salle donc je ne sais pas si les gens rigolaient, mais parfois j'ai essayé de mettre toutes les blagues que j'avais aussi dans le film, et qu'on puisse, mais la vie c'est comme ça en fait, sur des situations très tragiques, il n'y a pas que ça en fait, et souvent on voit des films, quand ils ont choisi le pathos, on y va à fond, et voilà, je voulais que le film soit plus vivant que ça, donc ça revient aussi sur ce que je disais sur Good Time, sur la matière vivante, c'est toujours aller chercher le vivant, toujours que l'incarnation des personnages par les acteurs fasse qu'on a l'impression que ça vibre et que ce soit aussi complexe que la réalité et aussi vivant que la réalité. Tony Erdmann, donc Marine Adé, avec Sandra Hüller qu'on a vu depuis chez Trier ou chez Noco. Le dernier film pour toi, Jimin, c'est pas pour l'actrice cette fois. De toute façon, il n'y en a pas
si je ne me trompe pas, c'est que des hommes. Oui. Mais c'est pour sa réalisatrice. Oui. C'est le beau travail de Claire Denis. Oui. J'avais trouvé. Oui, tu l'avais. Celui-là, tu l'avais. Ouais. Et ce film, je ne vais pas trop parler sur ce film, mais c'est vraiment, je l'ai choisi pour, déjà pour Claire Denis, Oui. qui est une réalisatrice. Et qui aime beaucoup le film. Oui. On peut. Je peux. Ouais, absolument. Elle est venue, on se connaît un peu, elle était venue au Cambodge où j'habite, et elle est venue à une collection à Paris, et elle a fait elle a fait un commentaire, et c'était le commentaire genre le plus juste qu'on a jamais eu en projo. Elle a dit, il y a un truc qui m'a marqué dans le film, c'est que, et elle connaissait même pas Jimine, elle dit, j'ai l'impression que je vois dans le film que l'actrice est en résistance contre la caméra, contre le réalisateur, contre même le film. Et c'était d'une justesse très folle, et j'avais pas pensé, j'avais pas mis les mots comme ça, mais c'est vrai. Jimine a toujours été, je disais tout à l'heure quand on parlait un peu du scénario, mais même sur le plateau, il y avait quelque chose d'une résistance qui n'est pas toujours facile du coup à gérer pour le réalisateur. Mais je suis une blague, mais c'est exactement ça le trajet du film. Freddy, c'est quelqu'un qui est tout le temps aussi en résistance, qui va tout le temps être en tension, et du coup les choses sont tout le temps tendues autour d'elle. Et ça, c'est une palpation, je pense, cette tension-là qu'on sent dans le film dès que la caméra se rapproche de son visage. Donc, Claire Denis avait dit ça, et du coup maintenant, maintenant j'y crois. Et du coup, oui, tu disais, Claire Denis, t'aimes Ouais. beaucoup énormément son travail. Énormément, et j'ai choisi ce film, déjà parce que c'est une réalisatrice incroyable, mais je vais juste dire une seule chose, c'est que je vais surtout choisi ce film pour la scène de danse, au final, parce que, bon, vous avez dû voir, j'espère que vous n'êtes pas endormi à ce moment-là, mais il y a une scène de danse en retour à Séoul, et pour moi, la danse, c'est quelque chose de... Enfin, ça fait partie de la vie, enfin, c'est quelque chose d'hyper joyeux, d'hyper tragique. Moi, par exemple, quand je danse, j'adore danser, vraiment, c'est ultra important pour moi de danser. Et quand je danse et que j'arrive à rentrer en transe, je me dis très souvent que en fait, j'aimerais bien mourir à ce moment-là, et je serais genre la plus heureuse. Enfin, ça serait incroyable comme mort. Et la scène de danse finale dans ce film, est juste... ouais, j'ai pas vraiment de mots parce que je pense qu'il faut vraiment voir et sentir en fait l'énergie de l'avant. Et voilà, c'est vraiment pour la scène de danse, pas que évidemment, mais cette scène de danse qui est juste incroyable. Ouais, et donc un film très important. Votre travail avec Claire Denis, qui a d'ailleurs une photo magnifique signée Agnès Godard, qui a reçu un César, si je ne me trompe pas. Voilà pour les 3 films que vous avez conseillés chacun. Je voudrais qu'on voit maintenant s'il y a des questions dans le public. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser une question? Oui, là-haut. C'est donc moi qui vais transporter le micro. Hein. Sans entrer dans un aspect trop sociologique, je me posais la question en regardant le film de la date de l'adoption. Donc par rapport à l'âge qui est donné 27 ans, à un moment, je me disais, bon, années 80. Et on voit sur le document 89, je crois, le document d'adoption. Et donc je me posais la question de l'éventuelle raison pour laquelle la famille fait adopter l'enfant, parce qu'on relie ça à la guerre de Corée, mais en même temps, c'est beaucoup plus tardif. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, en fait, ça vient des vraies statistiques en fait, sur l'adoption internationale en Corée du Sud. Elle a commencé effectivement à la fin de la guerre de Corée, dans le milieu des années 50. Mais en fait, le moment où vraiment il y a eu le plus grand nombre et que ça a été presque industrialisé par un système de loi qui passait en Corée, poussé notamment par une association américaine, qui a favorisé le fait qu'on pouvait envoyer des enfants, et ça a fait exploser le truc en fait, parce que il y a plein de raisons, mais l'une des raisons notamment de ça, c'est la guerre de Corée. L'autre, on pourrait dire, c'est aussi le patriarcat coréen, à savoir qu'il était absolument impossible d'être une femme, d'être une mère célibataire en Corée. C'est toujours difficile aujourd'hui, mais à l'époque c'était genre impossible, absolument impossible. Donc du coup, d'avoir cette loi, ça a libéré les gens dans le fait d'envoyer les enfants, en se convainquant, comme ils le disent dans le film, que c'est mieux pour eux. Et il y a eu un pic d'adoption en fait dans les années 70-80. Vraiment, le pic, ça a été vraiment le... C'est ça, parce que c'était encore un pays encore très pauvre pendant un moment en fait, et le développement... Après, bon bref, c'est le bordel pas possible, mais du coup, ouais, je sais. Non, et la Corée du Sud est un pays qui s'est modernisé un peu récemment en fait. Donc on a tendance à oublier, parce que maintenant la Corée du Sud est devenue une espèce de modèle où tout le monde veut aller, et on voit les images de la culture là-bas, mais en vrai ça a été
difficile longtemps, donc en fait le pic effectivement c'est le milieu des années 80. Et quand j'ai fait mon casting, j'ai rencontré pas mal de coréennes adoptées avant de rencontrer Jimin. Elles avaient souvent mon âge, donc des gens nés au début des années 80. Donc là, comme je voulais à la fin qu'on soit en époque contemporaine, j'ai fait un compromis, donc elle est née en 88, elle s'est adoptée en 89, après Jimin de Freddy, et c'est à une époque où il restait encore, il y avait des chiffres encore, il y avait encore des adoptions, mais moins dans les années 80. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'arrive. J'aurais aimé savoir quelle était la part de fiction dans les réactions de la protagoniste par rapport à l'expérience de votre amie qui vous a inspiré le film, notamment par rapport à ses réactions face à la douleur, à la souffrance. On voit qu'elle passe d'homme en homme, etc. Je veux savoir qu'est-ce qui vous avait inspiré ça et si c'était crédible, enfin, si c'était vrai ou si c'était juste ce que vous vouliez mettre dans le personnage en plus. Moi, j'interpréterais pas elle réagit à la souffrance en passant d'homme en homme. En tout cas, c'est pas que le chemin que je me suis imaginé quand je faisais de partie en partie, mais c'est vrai par contre que Freddy est quelqu'un qui s'attache aux gens et qui très vite aussi, ou qui peut à tout moment, comme elle le dit dans la voiture avec Maxime, s'en séparer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu moi, de gens autour de moi et tout, et qui m'a toujours à la fois fasciné et interrogé ce rapport addictif un peu à tout. Et je trouve que c'est surtout ça, plus que de dire qu'elle passe d'homme en homme, qu'il y a une question d'amitié aussi, où elle devient très amie très rapidement avec Téna, puis finalement elle la vire, et donc il y a toujours ce truc-là où on peut rentrer dans tout moment dans la vie de Freddy, et on peut en sortir directement, et cette espèce de vertige, de cruauté, de brutalité, et en même temps je trouve beaucoup d'amour en fait. C'est ma façon de le voir, il y a beaucoup d'amour aussi, mais c'est un amour qui peut à chaque fois se retourner. Pour moi, ça parle d'un personnage c'est l'histoire du film, quoi. Quelqu'un qui a vécu un traumatisme et qui affecte aussi parfois sa façon de mener sa vie et son rapport aux autres, quoi. Donc c'est aussi elle, comment elle navigue entre toutes ces pertes. Et donc voilà, c'est ce que je peux répondre. Oui, une question. Oui, bonsoir. C'était par rapport au déchiffrage de partitions de musique. J'ai l'impression que le film s'ouvre là-dessus et se finit là-dessus. Et du coup, je voulais savoir quelle était l'idée qui était sous-jacente. Et aussi le fait qu'elle se sente particulièrement émue, Freddy, au moment où elle découvre la musique que son père a composée pour elle. Donc j'ai l'impression que c'est aussi un peu son caractère et son personnage. Mais je ne sais pas si c'était vu comme ça ou pas. Ouais, sur le déchiffrage, je pense que c'est plutôt littéral. Sur le sens, je pense que ce qui m'intéressait aussi dans le film, c'est d'avoir un personnage dont la personnalité va sculpter un peu le style et la narration du film et puis faire prendre une direction différente du film classique sur le retour aux racines, où on imagine déjà ce qu'on va voir au cinéma d'un personnage qui va absorber lentement son nouveau pays et qui va petit à petit se réconcilier, trouver la paix intérieure. Et Freddy, c'est pas ce genre de personnage, elle va défoncer la porte et après elle va voir qu'est-ce qu'il y a derrière, et s'il n'y a rien, elle passe à l'autre porte. Et ça m'intéresse comme auteur de fiction, mais ça m'intéresse même, j'allais dire philosophiquement, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas en termes de comment se confronter aux choses. Et notamment elle dit, quand j'ai peur de quelque chose, j'y vais. Et je suis pas sûr que moi j'ai le courage de faire ça, mais je trouve ça admirable de te rencontrer quand on rencontre des gens qui ont le courage de faire ça et de faire peau neuve, pas pour forcément passer d'un homme à un homme, et de tous les 2 ans se réinventer, la relation humaine pour les réinventer. Ça peut paraître terrible, mais ça demande, je pense, une certaine force. Et sur la deuxième question, c'était sur... Non, c'était principalement ça, mais aussi la composition de son père. Oui, sur la composition du père. Pour moi, je pense que si on interprète la façon dont Freddy réagit difficilement à la première rencontre avec le père, il y a plein de raisons, mais je pense qu'il y a un truc fondamental, même si elle ne le dit pas, c'est qu'elle attend de lui une certaine distance, peut-être qu'on peut appeler une juste distance, et que le père, malgré le fait que j'imagine il est mu par des bonnes intentions comme tout le monde dans la vie, il ne trouve pas cette juste distance, et il pense que lui, agir bien pour jouer son rôle de père, c'est lui prouver sa peine, et donc comme elle le dit Freddy, il vomit son chagrin sur elle, ce qui s'était passé pour mon ami, et c'est absolument inacceptable pour Freddy que ce père qui a été absent pendant 25 ans, tout d'un coup veuille jouer le rôle de père, et lui dit viens en Corée, viens épouser un Coréen, apprends le coréen, et lui il veut faire bien, mais donc il ne respecte pas la distance, il vient beaucoup trop près en fait. Et je pense qu'elle attend surtout de cette famille-là, pas qu'ils viennent se justifier et essayer de trouver des raisons à l'injustifiable, mais autre chose. Et je pense qu'à ce moment-là, il lui fait un don
qui n'est pas juste une justification, une manière de laver sa culpabilité. Il y a quelque chose de l'ordre d'une vraie générosité qui est à l'œuvre. Je pense que c'est ça qu'elle reçoit et qu'il aime. Et pour moi, c'est le moment où le père fait écouter la musique, c'est vraiment à ce moment-là qu'il se dévoile le plus en fait au final. Parce qu'au début, il est hyper pushy. Et là, ouais, genre, viens voir ma famille, enfin ma nouvelle famille du coup. Et pour essayer d'établir un lien, mais qui se crée pas. Et c'est vraiment à ce moment-là où en fait il laisse presque tout tomber. Et c'est à ce moment-là qu'il montre en fait le plus dans ces quelques secondes, ce qui est au plus profond de lui-même. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? J'ai vu l'heure. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Ah. Bonsoir, merci beaucoup pour la projection. Alors c'est une question sur la fin du film. Donc cette adresse mail qui ne débouche sur rien. Donc là, je pense que toutes les hypothèses sont permises. Est-ce que vous pourriez en privilégier une ou volontairement vous laissez ça très ouvert? Non, ce que je peux dire, c'est que c'est quelque chose qui est arrivé vraiment à mon ami, donc c'est un peu aussi du réel. Je ne sais pas si j'aurais pu l'écrire ou inventer ça en vrai. Parfois, le réel est plus surprenant, plus fort que l'imagination. Et non, parce qu'il y a différentes interprétations. Les gens me disent, parfois ils pensent qu'elle a volontairement donné un mauvais email, ou alors effacé son email. Moi perso, je pense pas qu'une mère dans ces conditions-là, et dont on voit aussi quand même que l'émotion qui est la sienne, va volontairement donner un faux email. En revanche, ce qui est du coup pas forcément raconté dans le film, mais qu'on peut deviner, c'est qu'elle a refait sa vie, qu'elle a une nouvelle famille, et très souvent, comme on disait que c'était impossible d'être mère célibataire et que c'est toujours difficile aujourd'hui, très souvent, les personnes qui ont refait leur vie comme ça ne l'ont pas raconté à leur nouvelle famille. Donc peut-être qu'il y a chez elles la volonté d'avoir un lien et de connecter au moment où elles se rencontrent, et puis plusieurs mois plus tard, se dire que c'est trop dangereux et que ça pourrait détruire leur vie, et peut-être qu'elle a supprimé son mail comme ça. En vrai, je ne peux pas répondre à la question, puisque c'est comme c'est arrivé dans la vraie vie. Mon amie ne sait pas non plus, elle a que des hypothèses aussi. C'est des hypothèses qu'elle préfère, enfin, pas qu'elle préfère, mais qu'elle privilégie, mais à nous de faire le chemin. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Qui sort donc le 25 janvier. Ouais. Voilà. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Merci à tous.